Deuxième sujet maintenant, le Burkina Faso. 10 personnes, dont 6 militaires et un élu local, ont été tuées lundi dans une embuscade dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan communiqué par le ministère de l'administration territoriale. Un bilan provisoire établi lundi par des sources sécuritaires et locales faisait état d'au moins 8 morts dans la matinée de lundi 6 juillet. Souleymane Zabré, maire de Pansa, province de Samatenga, se rendait à Kaya pour participer à un atelier des maires de la région du centre-nord. Il est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés sur l'axe Barsalogo-Pensa. C'est le ministre qui a déclaré cela dans un communiqué suite à l'annonce de sa disparition. Une patrouille des FDS et des volontaires de la défense s'est rendue sur les lieux. La même patrouille est également tombée dans une embuscade, ce qui a occasionné donc toutes ces victimes. Finalement, David Jagouavi, au niveau du Burkina Faso, l'impression qu'on a, c'est que on est dans cette perpétuelle décompte macabre sans que on arrive à maîtriser la situation de la part des autorités. Bon, bien évidemment, c'est le triste constat qui est fait aujourd'hui. Le Burkina Faso continue toujours de compter ses morts tous les jours, et les terroristes continuent aussi de tuer sans être inquiétés. Ce qui commence véritablement à inquiéter une partie de la population et une partie aussi de l'Afrique de l'Ouest qui s'interroge sur la capacité de l'armée burkinabé à lutter contre ces terroristes qui font des incursions meurtrières tout le temps au Burkina Faso. Tous les jours, c'est le même constat qui est fait, et les Burkinabés commencent véritablement par s'interroger. Le Burkina n'a pas mérité ce sort à la suite des manifestations qui ont fait partir Blaise Compaoré du pouvoir. L'actuel président Kaboré n'a pas eu la chance ni l'opportunité de poser les bases de son programme de campagne pour participer au développement du Burkina Faso. Il a plus passé son temps à lutter contre le terrorisme qui, malheureusement, n'arrive pas à être éradiqué dans cette région frontalière de notre pays. Et donc, les dernières incursions des terroristes ont encore fait des morts. Et la question, l'interrogation que se posent beaucoup de personnes, c'est de savoir quelle est aujourd'hui la capacité de l'armée burkinabé à contrer ces attaques des djihadistes. Est-ce qu'il faut tous les jours être là et attendre des attaques pour sortir des bilans qu'il faut présenter à la population? Est-ce que c'est ça vraiment le rôle de l'armée burkinabé? Qu'est-ce que cette armée a pu faire aujourd'hui, depuis 5 ans, ou un peu plus de 5 ans que ce pays croupit sous le fléau du terrorisme? Qu'est-ce que l'armée burkinabé a pu faire? Est-ce que cette armée dispose des moyens? Et quelle est la stratégie du gouvernement pour justement renforcer le matériel militaire et logistique de l'armée burkinabé? Quel est le plan qui est défini aujourd'hui pour protéger les Burkinabés contre ces djihadistes-là? Ils ne sont pas plus nombreux que les Burkinabés. Ils ne sont pas plus nombreux que l'armée burkinabé aussi. Ils n'ont pas, je crois, ils n'ont pas les moyens, le matériel militaire plus important que ce qu'a l'armée burkinabé aujourd'hui. Et comment ils arrivent à être informés des déplacements de certaines personnes, de certaines autorités pour aller les attaquer impunément, tuer et repartir sans être inquiétés. Le contenu du communiqué dit des hommes non identifiés. Ce n'est pas normal qu'on tue des gens, qu'on tue des Burkinabés, qu'on tue des militaires burkinabés, qu'on tue le maire d'une ville ou d'un village et qu'on vienne servir un communiqué comme ça aux Burkinabés. Comment l'armée burkinabé ne peut pas réussir à identifier ces personnes, à les poursuivre et à les anéantir? Et si tout le temps il faut laisser ces djihadistes venir tuer parce que ils maîtrisent peut-être le terrain, parce qu'ils connaissent les limites de la force armée burkinabé, ça pose un véritable problème. À un moment, il faut savoir réfléchir pour trouver des solutions. Aujourd'hui, quels sont les acquis de l'armée burkinabé? On parle de, quand vous prenez les 3 pays qui sont touchés par le terrorisme, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on parle de plus de 4000 morts tués, 4000 personnes tuées par
des djihadistes. Mais c'est quand même assez extraordinaire que ces terroristes arrivent facilement à rentrer sur le territoire burkinabé, à pénétrer des zones et à tuer et repartir sans être inquiétés. Si ça va continuer comme ça, mais autant trouver une solution, parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ne se sont pas sacrifiés pour vivre ces morts, ces assassinats, ces incursions des terroristes. Il faut que le gouvernement et le président Kaboré arrivent à prendre le taureau par les cornes et à demander du soutien financier, militaire, s'il le faut, restructurer l'armée burkinabé, redonner d'autres plans, sortir d'autres stratégies pour composer avec des contre-attaques, protéger surtout la population burkinabé pour éviter ces assassinats et ces morts qui deviennent un peu trop répétitifs, quoi. Pour le Burkina seul, ça fait 1100 morts depuis 2015. Alors, est-ce qu'on peut quand même aujourd'hui expliquer comment le Burkina Faso est rentré dans l'œil du cyclone, finalement? Non, c'est que ça peut s'expliquer parce que vous savez, d'abord le Burkina Faso c'est un pays à majorité musulmane, ça il faut le dire. Donc et puis qui se trouve avoir des frontières avec le Niger, par exemple. D'abord le Mali a atteint le Niger en partant du Mali, a progressé tout simplement vers le Niger, à traverser le Niger pour aboutir au Burkina. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est des gens qui essayent d'élargir leur périmètre d'action. Ils veulent bien aller même jusqu'à la côte. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, il y a un groupe quand même de ces terroristes-là, djihadistes-là, qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Donc la progression, la tendance est d'aller vers la côte. Mais ce qui sera difficile, c'est que les pays côtiers, comme le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, ne sont pas des pays à majorité musulmane. C'est des pays où on trouve une forte communauté chrétienne qui, du coup, fait une certaine opposition naturelle à la progression rapide de ces groupes-là. Maintenant, est-ce que le Burkina a les moyens de faire face à ces djihadistes-là ou bien à ces gens inconnus qui ouvrent le feu un peu partout? Et manifestement, non. Sinon, le Burkina aurait pu éradiquer ce mal-là depuis. Et nous avons constaté d'ailleurs que le mal ne s'estompe pas. Au contraire, ça se vivifie. Et ça, les djihadistes renforcent leur position. Et vous savez, le Burkina Faso, la crise au Burkina Faso, la crise sécuritaire au Burkina Faso est l'une de ces crises-là dont la communauté mondiale parle comme une crise oubliée. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas assez à la crise sécuritaire au Niger et au Burkina Faso. Et vous avez constaté que la France, qui est présente dans la région, est surtout présente au Mali. Et la France n'a pas les capacités de déploiement que les Américains ont, par exemple, de pouvoir jouer sur plusieurs théâtres d'hostilité. Et la France qui doit être présente, par exemple, au Niger et être présente au même niveau de force au Burkina Faso, et comme elle l'est, par exemple, au Mali. Donc, ce qui pose problème, surtout qu'il s'agit d'une guerre dite asymétrique. Vous ne voyez pas l'ennemi, vous ne voyez pas les adversaires. Comment, M. Dagbavi a posé la question de savoir comment s'informent-ils, ces djihadistes-là s'informent-ils sur le déplacement, en écoutant tout simplement la radio, par exemple, parce que ça, c'était un acte officiel, un déplacement officiel, et manifestement, cet élu local-là ne savait pas que cela pouvait lui arriver. Il aurait pu prendre des précautions, pas des précautions au point de déplacer aussi une armée, mais au moins de se dire que c'est le parcours là est périlleux et que ce déplacement est par conséquent périlleux. Mais maintenant, pourquoi il y a le G5? Qu'est-ce que le G5 fait aujourd'hui dans le secteur pour ne pas organiser tout simplement la sécurité et pour qu'on dise qu'enfin l'Afrique est en train de se prendre en charge, ou bien l'Afrique de l'Ouest est en train de se prendre en charge du point de vue secteur, du moment où nous disons que la sécurité est un investissement. Lorsque le pays n'est pas
sécurisé, le développement n'est pas possible. Je crois qu'il l'a dit depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Kaboré s'est employé à faire face à ces rébellions, ce qui ne lui laisse pas les coudées franches pour se poser, pour que le Burkina pose les problèmes de développement dont il a besoin. Et le président... L'une est la conséquence de l'autre. Voilà, parce que... C'est la conséquence, la cause. Maintenant, je crois la question qu'on doit se poser au Niger, au moins au Niger et au Burkina, c'est de dire que ces pays-là doivent se donner eux-mêmes les moyens, des moyens de combattre ce mal-là, parce que pour vouloir sous-traiter le souci sécuritaire à d'autres pays, notamment la France, on va se dire que qui est-ce qui est prêt aujourd'hui à vouloir mourir pour le Niger? Qui est-ce qui est prêt, soit-il français, à vouloir mourir, par exemple, pour le Burkina? Qu'est-ce que la France gagne aujourd'hui à envoyer ses soldats mourir, par exemple, pour le Burkina Faso, etc. La question se pose. Parce que vous savez que autant le pays est intéressant, peut-être du point de vue des richesses de son sous-sol, on peut renforcer, vous savez, on peut renforcer peut-être la présence française ou bien la présence américaine. Parce que l'enjeu, je crois, est d'abord économique. Il faut que on prenne la mesure de la chose en Afrique et se dire que personne ne viendra faire la sécurité, organiser notre sécurité à notre place. Mais il faut qu'on commence à investir dans la sécurité pour qu'enfin, à la fin, on ait les coudées franches pour s'occuper des problèmes économiques. Sinon, si on négligeait les problèmes de sécurité, je crois qu'on sera toujours là à parler des morts, à faire des décombres macabres. La difficulté, en tout cas au niveau du Burkina, peut-être même un peu au niveau du Mali ou au niveau du Niger, c'est que on nous parle souvent d'hommes armés non identifiés. Quand vous prenez on sait qui ils sont. Oui, le type de terrorisme, par exemple, que la France a connu, que ce soit les frères Kouachi ou etc., c'est que ces gens le faisaient pour un but. Et après, ils disaient, nous avons commis ceci, ou c'est lui qui revendique pour venger telle chose. Mais ici, on est dans des pays où les gens frappent, il n'y a aucune revendication. On ne sait pas trop pourquoi ils font ça. Ils font ça d'abord pour se faire entendre, pour se faire connaître, pour oui, dire à l'opinion. Ils sont qui? Derrière, il n'y a personne qui revendique. Ils viennent pour déstabiliser un pays, ils viennent pour déstabiliser une région, ils viennent pour installer leur république. Ils ont commencé au Mali, ils ont atteint le Niger, ils sont allés au Tchad, ils ont conquis une partie du Cameroun et ils sont descendus un peu vers la Côte d'Ivoire. Dernièrement, il y a eu des attaques. Ça fait 2 fois que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Le Burkina, ils veulent en faire une zone. Un califat. Voilà, parce que, vous savez, le Donc, Burkina... c'est lui, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Ils n'ont pas d'autres objectifs que de vouloir déstabiliser et imposer un peu leur idéologie et leur religion. Vous voyez un peu ce qui s'est passé, ce qui se passe dans certaines régions, en Irak, en Syrie, etc. C'est vrai que ces terroristes n'ont pas des réclamations qui sont bien précises. Mais dès le début, il y a cette frange du terrorisme qui a accepté de tuer, de déstabiliser pour essayer de s'imposer et de transformer ces régions en califat, etc. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que malgré les incursions qu'ils font, malgré les assassinats, les meurtres qu'ils commettent, ils n'arrivent véritablement pas à conquérir cette zone-là. Et chaque fois, ils sont repoussés selon la capacité de frappe de certaines armées. Et quand ils se replient, ils reviennent encore. Et donc, pour eux, tuer, c'est un peu comme aller au marché ou alors aller faire ses courses. Ça ne représente rien. Et ils savent qu'en tuant, ils peuvent toucher la sensibilité du pouvoir central de ces pays-là. Ils peuvent provoquer une sorte de thérapie de choc au sein de la population. Ils peuvent aussi fragiliser. Et donc, quand ils arrivent, ils tuent, ils repartent. Ils savent que même s'ils viennent mourir sur le champ d'attaque, ça ne représente rien, puisque même ils ont cette philosophie qui leur fait croire qu'en mourant sur un terrain de guerre, ils deviennent des martyrs. Et donc, c'est des gens qui arrivent à se sacrifier, à sacrifier leur vie pour rien. Le problème au Burkina Faso est
s'il faut le prendre au début avec la question du terrorisme, il faut remonter à l'époque de Blaise Compaoré. Et on a vu un peu comment ça se passait avec des rencontres qu'il organisait avec les chefs terroristes au sein du palais présidentiel à Ouagadougou, où il recevait ces chefs terroristes autour des tables de discussion. Et son départ a créé ou a ouvert les vannes de ces différentes attaques dont est victime aujourd'hui le Burkina Faso. Et cela se répercute sur l'ensemble de la sous-région. Et quand ça se passe comme ça, ça commence véritablement à inquiéter. Il faut trouver des solutions. Et moi, quand Chris parlait tout à l'heure de l'apport de la France, je dis non, il faut faire très attention avec le soutien militaire ou logistique qu'apporte la France à ces pays-là. Aujourd'hui, quand on pose le bilan, quels sont les acquis quand on prend le Mali, le Niger, je prends ces trois pays, le Burkina Faso, quel est le bilan qu'on peut aujourd'hui présenter? Quel est le rôle de la France véritablement lorsque la France se dit gendarme de ces pays-là? Quels sont les acquis qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une instabilité dans certaines régions. Le Mali est instable, le Niger est instable, le Burkina est instable, et ça se répercute sur les autres pays frontaliers. Donc aujourd'hui, il faut revoir cette coopération militaire. Il faut donner les moyens à l'armée burkinabé. Il faut donner les moyens militaires, logistiques. Il faut former. Il faut laisser l'armée burkinabé disposer de ces moyens pour aller sur le terrain de combat. Parce qu'aujourd'hui, le constat a dégagé, en tout cas, que l'apport de la France n'a pas du tout révélé les résultats auxquels s'attendaient certains pays. Alors, quand on parle de ces gens, quel visage on met sur ces gens? C'est qui? C'est des islamistes, ça il faut le dire tout de suite. Mais ce n'est pas que des islamistes maintenant, il y a aussi ces gens-là, ces bandits-là, ces trafiquants de drogue, ces trafiquants qui veulent tout simplement tirer profit de la chose parce que c'est de l'eau trouble. Lorsque ça devient un pays, un secteur de non-droit, je crois que tout le monde vient y semer de l'ivresse, c'est comme ça, c'est normal. Donc ce n'est pas que les islamistes, mais il y a aussi ces trafiquants-là qui veulent se donner de l'espace pour s'adonner à leur commerce d'êtres humains, je sais pas, commerce de trafic d'armes. Les trafics d'armes, et ceux qui veulent bien aller aussi vers contrôler aussi le trajet qui mène les gens vers la Libye, qui veut traverser la Méditerranée pour aller en Italie, en Europe tout simplement. Il y a tout un trafic là que les gens veulent bien contrôler, et ces gens-là viennent. Et ce n'est pas forcément qu'il y a une différence notoire entre les islamistes, c'est aussi parfois les islamistes qui se livrent à ce trafic-là pour renflouer leur compte et pouvoir s'acheter des armes et continuer de renforcer leur position. Bon, mais la situation au Burkina, et je le disais tantôt, l'inquiétude, c'est que aucune de ces attaques n'est jamais revendiquée par tel Katiba, telle obédience islamiste. Finalement, on ne sait pas qui agit et pourquoi. Oui, pourquoi? Je vais commencer par là, parce qu'il faut remonter déjà à la création de l'État État musulman, mais État islamique. L'État islamique qui a sorti l'idée de création de califat. Mais avant, il y avait déjà Al-Qaïda. Mais ce n'est pas Al-Qaïda qui, par exemple, a commencé les hostilités au Mali. Vous savez très bien que c'est un problème entre le nord Touareg et le pouvoir central au Mali. C'est comme ça que cela a commencé. Et chemin faisant, et comme ceux qui ont été chassés les islamistes qui ont été chassés de l'Algérie, il y a eu une négociation entre eux, notamment Bouteflika et eux. Ils peuvent aller faire leur saleté un peu plus loin, en dehors de l'Algérie. Et c'est comme cela qu'ils sont descendus. C'était Al-Qaïda au départ. Et ce sont des gens qui, par la suite, se sont repliés sur le territoire malien. C'est comme cela que cela avait commencé. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui ont renforcé en armes les Touaregs qui sont allés contre le pouvoir central au Mali. Et de fil en aiguille, Kadhafi était tombé et ils ont eu à avoir des armes
et ils ont renforcé leur armement, ce qui leur a donné la possibilité de faire d'avoir une puissance de feu supérieure à la puissance de feu dont dispose par exemple l'armée régulière. Maintenant, qui sont ceux qui font cela? On peut répondre de deux façons. Vous savez très bien qu'au départ, c'est Blaise Compaoré qui était le parrain de ces gens-là, qui faisait les négociations entre les Touaregs, c'est-à-dire ces groupes-là hétéroclites, islamiques ou bien tout simplement Touaregs qui veulent l'indépendance de leur territoire du sud du Mali. C'est le Blaise Compaoré qui était leur parrain. Quand Blaise Compaoré, qui les hébergeait au Burkina Faso, qui les nourrissait, qui les blanchissait, etc. Quand si Blaise Compaoré a chuté, il y a eu des bandats. Ces gens-là se sont repliés. Ils ne trouvent plus gîte auprès du nouveau président. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, il y a aussi partie de ces gens-là qui sont repliés dans le maquis, qui aujourd'hui déstabilisent tout simplement le Burkina. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, Blaise Compaoré avait proposé même ses services pour que le calme revienne, mais il n'a pas été bien reçu, on n'avait pas accepté tout simplement. Il dit que son pays a feu à sang, il pouvait jouer un rôle, c'est une occasion pour lui de se remettre dans l'actualité, de jouer, puis en même temps d'échapper à la justice qui était à ses trous. Il y a ces gens-là qui voudraient quand même se faire entendre, qui voudraient peut-être faire une jonction avec le nouveau gouvernement, avec la nouvelle présidence incarnée par Kaboré. Mais il y a aussi ceux qui ont connu un échec dans les secteurs de Iran, Irak, le califat qu'on a voulu bien créer, qui ont été défaits et qui se sont repliés, qui sont allés vers le sud, vers l'Afrique pour trouver refuge. Parce qu'il leur faut quand même un territoire pour s'implanter et peut-être voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire après. Je crois que ces gens-là, ils sont venus... et puis, il n'y a que cette zone où ils peuvent venir se réfugier parce que c'est une zone de non-droit, c'est une zone qui n'est pas contrôlée et c'est une zone où sont présents différents clans, les clans Al-Qaïda, clan État islamique, etc. Donc, n'importe qui peut venir là et se créer son territoire et développer ses activités en attendant de voir si on peut partir de cette base-là pour aller gêner l'Occident. Parce que ça a été l'idée, à un moment donné, se trouver un territoire de repli et ensuite voir si on peut retourner, on peut aller encore vers les États-Unis, commencer à perpétrer des actes. Entre autres solutions que proposent les autorités burkinabées pour régler la situation, il y a l'armée, on sait qu'elle est sous-équipée, mal entraînée et tout. Mais il y a aussi les VDP, c'est les volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont de jeunes volontaires qui viennent, qui sont formés pendant 14 jours et qui sont employés notamment pour les renseignements, le pistage, mais qui généralement prêtent main forte aussi à l'armée. Ces jeunes aussi commencent par être la cible de ces terroristes-là. Oui, parce que les terroristes, ils ont compris que l'armée ou le gouvernement burkinabé est en train d'investir dans des contre-attaques et ça risque de leur porter préjudice. Et donc, ces jeunes, cette stratégie n'est pas nouvelle. Hein. On se rappelle un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été mis en application par des puissances. L'Allemagne avait rappelé ces jeunes. L'Union soviétique, dans le temps, avait aussi lancé des recrutements dans la jeunesse pour renforcer l'effectif de l'armée. Et aujourd'hui, si le Burkina a compris que l'armée seule ne peut pas faire l'affaire, c'est le moment de faire appel à la jeunesse pour venir soutenir cette armée-là. Et cette jeunesse a l'obligation de répondre. Mais ça devient une armée parallèle qui n'a pas les mêmes... Cette jeunesse, heureusement qu'elle est sous le contrôle du gouvernement et de l'armée. Et donc, c'est des jeunes qui vont se faire former dans l'armée. C'est un peu comme un service militaire auquel vous êtes appelé et vous faites former et vous apportez maintenant votre soutien à la lutte que mène le gouvernement contre les terroristes. Là. C'est tout à fait normal. Et donc, si ces jeunes sont la cible des terroristes, c'est parce qu'ils ont compris que... Le gouvernement burkinabé a trouvé une stratégie pour justement aller à une contre-attaque contre ces incursions-là. Et ça peut porter des fruits, ça peut apporter des solutions, ça peut apporter aussi des réponses et ça peut permettre aussi, en tout cas, d'amoindrir les attaques des terroristes régulièrement. Parce que
l'armée burkinabé seule n'arrive véritablement. Ça fait 5 ans que ce problème existe. Aujourd'hui, quand vous posez le bilan, il y a plus de morts dans le camp du Burkina que dans le camp des terroristes. Et donc, ça veut dire que quelque part, l'armée n'arrive pas à gérer la situation. Donc, il faut renforcer l'effectif. Et ces jeunes qui ont été appelés ont l'obligation, comme je le disais tout à l'heure, de répondre à cet appel et de comprendre que c'est dans une synergie nationale que cette lutte pourra véritablement être une réussite contre les terroristes surtout. Mais je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est pour cela d'ailleurs que les spécialistes militaires n'avalisent pas cette façon-là d'entraîner les jeunes. Ou alors c'est des jeunes qui sont recrutés dans l'armée. Mais ici, le problème c'est qu'ils constituent une armée parallèle qui est mal équipée, mal formée et qui n'est pas regardante sur les questions de déontologie militaire. Et c'est des gens qui parfois, rien qu'en soupçonnant telle ou telle personne, qui règlent parfois aussi des comptes. C'est le problème que cela soulève. Parce que le Burkina voudrait avoir un groupe d'autodéfense. C'est comme ça qu'on les appelle, de proximité. Il y a déjà les Kogloego au Burkina qui ne sont pas aussi de très bonne réputation. Voilà. Et puis, vous avez constaté que au Mali, par exemple, ce dont on a parlé ces derniers temps, c'est que l'armée a commencé aussi à tirer dans le tas, à faire des victimes innocentes qui ne prennent pas forcément mesure de la situation, parce qu'on a peur, parce qu'on est sur un terrain qu'on ne maîtrise pas bien. On a tendance... Même au Burkina, il y a eu la découverte, je pense ce matin, d'un charnier qui contient au moins 120 corps. Et un certain nombre de personnes disent clairement que c'est des exactions militaires. Voilà. Maintenant, exactions militaires venant de l'armée régulière ou bien venant de qui Je crois que si on ne fait pas attention, c'est vrai que ça a toujours posé problème. Hein, lorsqu'on crée des groupes d'autodéfense, des gens qui parfois sortent même de l'ordre, même de l'armée régulière et qui se mettent à leur propre compte, qui font des exactions et qui sont des gens qu'on maîtrise difficilement parce que ils ne sont pas très regardants sur l'éthique, la déontologie de l'armée. Donc, il faut qu'on prenne ces choses-là au pincette et se dire que si on veut investir, il faut qu'on se donne les moyens de lever une troupe bien formée, bien équipée. Et je crois que le problème se pose justement à ce niveau. C'est pour cela que tantôt, on avait parlé du groupe de G5 pour porter main forte à ces pays-là qui n'ont pas les moyens de faire face à ces rébellions. C'est des gens qu'on ne voit pas. Lorsque vous ne voyez pas une armée qui est devant vous, il n'y a pas de ligne de front. La ligne de front est un peu partout. On ne sait pas où on peut être attaqué. Vous comprenez très bien que l'élu local qui a été tué, il ne savait pas qu'il y a eu une ligne de confrontation à ce niveau-là. Ce n'est pas un champ de bataille. Il est tombé dans l'embuscade. L'armée qui vient tombe encore, le détachement tombe encore dans les mêmes embuscades. Et on a constaté qu'il y a eu des mois. Et c'est comme cela que cela se fait. Mais la réponse à cette crise sécuritaire, ce n'est pas de lever des groupes de proximité qui vont devenir aussi un autre problème à gérer. Donc, il faut qu'on étudie très bien la situation et voir quels sont les tenants, les aboutissants de ces choses-là et voir quelles sont les conséquences de tel ou tel acte qu'on pose pendant qu'on se dit qu'on est menacé. Voilà qui nous amène à la pause maintenant. On va partir suivre le journal et puis nous revenons continuer.